Les hommes qui ravagent les côtes de l'Europe à partir du 8e siècle se présentent sous le nom de Vikings, ce qui signifie guerriers de la mer. Ils sont également appelés Normands. En 1066, Guillaume le Conquérant écrase à Hastings l'armée du roi saxon Harold. Cette victoire lui permet de s'installer sur le trône d'Angleterre. Le roi de France, Philippe Auguste, inflige une sévère défaite à la coalition menée par Jean sans Terre. Cette victoire de la monarchie sur la féodalité suscite la liesse populaire. En 1106, Henri Ier Beauclerc, dernier des fils de Guillaume le Conquérant et roi d'Angleterre, inflige une sévère défaite à son frère Robert Courteheuse, duc de Normandie. Après la bataille, il s'empare du fief du vaincu. En 751, le tout-puissant maire du palais, Pépin, se fait sacrer roi des Francs et dépose le dernier membre de la dynastie mérovingienne. Après la mort de Pépin le Bref, ses deux fils montent conjointement sur le trône des Francs. À la demande du pape, Charlemagne intervient militairement en Italie. Il y écrase les Lombards et s'approprie leur royaume. Le 25 décembre 800, le pape Léon III pose la couronne impériale sur la tête de Charlemagne. L'Empire romain d'Occident semble relevé. Pour se protéger de la puissance musulmane installée en Espagne, Charlemagne constitue un verrou territorial qui assure la sécurité sur la frontière pyrénéenne de ses États. De par le traité signé à Aix-la-Chapelle en 812, l'empereur byzantin Michel Ier reconnaît le titre d'empereur Auguste dont se pare Charlemagne. Seul fils survivant de Charlemagne, Louis le Pieux monte sur le trône en 814. 2 ans plus tard, le pape Étienne IV pose sur son front la couronne de Constantin. Alors qu'il s'apprête à livrer combat à ses fils aînés révoltés, Louis le Pieux est trahi par son aristocratie, puis déposé. En 843, les 3 héritiers de Louis le Pieux signent un traité de partage des terres paternelles. Le document est par ailleurs le premier exemple d'acte officiel rédigé en langue vernaculaire. Louis II a eu le plus grand mal à s'imposer sur le trône hérité de Charles le Chauve. Sa mort prématurée fragilise encore davantage l'autorité royale. Dès le 8e siècle, les Vikings s'en prennent aux côtes de l'Angleterre. L'abbaye de Lindisfarne fait notamment les frais de leur raid. Edgar, tout d'abord roi de Mercie, devient en 959 le roi de tous les Anglo-Saxons. Son règne pacifique permet la fusion des Saxons avec les Vikings. En dépit d'un tribut que leur versent les Saxons, les Danois continuent de piller l'Angleterre à la fin du Xe siècle. En 1013, ils se lancent même à la conquête du pays. Les tribus Varegs, menées par un certain Rurik, s'installent en Russie aux alentours de 860 et fondent une ville qui prend le nom de Novgorod. Fort du prestige qu'il retire du champ de bataille, Harald, aux beaux cheveux, parvient à unifier la Norvège. En 911, le roi Charles III le Simple cède au Normand Rollon toutes les terres situées à l'ouest de l'Epte. Tout naturellement, le nouveau fief est appelé duché de Normandie. Au cours du IXe siècle, les Sarrasins s'assurent une large suprématie navale en Méditerranée. Elle leur permet de faire régner la terreur sur mer et le long des côtes. Après la mort de Louis V, dernier des souverains carolingiens, Hugues Capet, comte de Paris et duc de France, monte sur le trône grâce au soutien de l'archevêque de Reims et fonde une nouvelle dynastie. Le 5e des rois capétiens mène une guerre sans merci à ses vassaux indisciplinés. L'autorité royale sort renforcée de cette lutte. Le concile, rassemblé à Beaugency en 1152, prononce la nullité du mariage unissant le roi Louis VII à Aliénor d'Aquitaine. À partir du Xe siècle, se développe une forme particulière de solidarité nobiliaire. Au cours d'une cérémonie, 2 hommes, un seigneur et un vassal, échangent devoirs et obligations. Sous l'influence de Grégoire VII et d'autres papes réformateurs, l'Église part en lutte contre les abus disciplinaires et moraux dont elle souffre. Les hommes d'Église, effrayés par la violence des combats entre féodaux, tentent de préserver les faibles, de bannir la guerre privée et d'attirer la chevalerie vers de nobles causes.
L'autorité royale est largement renforcée sous Philippe Auguste. Le roi parvient en effet à mettre ses vassaux au pas et à triompher des Plantagenets d'Angleterre. Conrad Ier, roi de Germanie, meurt sans laisser d'héritier. Pour lui succéder, il désigne le duc Henri de Saxe. Ce choix est confirmé par un vote des nobles du pays. Othon, roi de Germanie, rêve de rebâtir l'empire de Charlemagne. De fait, ses victoires militaires lui permettent de passer pour le nouvel homme fort de l'Europe et de recevoir la couronne impériale des mains du pape en 962. La lignée des empereurs saxons s'éteint en 1024 avec Henri II. Ainsi, c'est Conrad II, fils du duc de Franconie, qui est choisi comme roi de Germanie et comme empereur. Après avoir conquis de haute lutte le trône d'Angleterre, le roi Guillaume affermit l'autorité royale et met en place les structures de l'État anglo-normand. Après la mort d'Étienne de Blois, le trône d'Angleterre échoua à Henri II Plantagenet, fils de l'impopulaire et détrônée reine Mathilde. En 1091, un groupe d'aventuriers normands parvient à chasser les Arabes installés en Sicile. Leur chef, un certain Roger, assoit durablement son pouvoir dans l'île. Au cours de sa lutte avec Rome, l'empereur Henri IV fait élire un antipape, des mains duquel il reçoit la couronne impériale. Conclu entre le pape Calixte II et l'empereur Henri V, le concordat de Worms met fin à la lancinante querelle des investitures. Jusque-lors duc de Souabe, Frédéric Barberousse est élu empereur par la Diète de Francfort en 1152. Il s'emploie à pacifier l'Allemagne et à renforcer les prérogatives impériales. Du fait de son mariage, l'empereur Henri VI hérite du royaume normand de Sicile. Ce nouveau bien patrimonial devient rapidement le séjour préféré des Stauffen. Après l'assassinat de son légat, le pape Innocent III invite la chrétienté à partir en croisade contre Raymond VI, comte de Toulouse et protecteur officieux des hérétiques cathares. En 1215, devant une assemblée des plus hautes dignités ecclésiastiques et princières, le pape Innocent III consacre officiellement la déchéance du comte de Toulouse Raymond VI. Reconnu par l'Église, Simon de Montfort est le chef incontesté de la croisade menée contre les hérétiques cathares. La découverte du Groenland est attribuée à Éric le Rouge, chef norvégien, contraint de quitter son pays à cause d'une affaire de meurtre. Délaissant Novgorod, ville fondée par son père Rurik, Oleg le Sage installe sa capitale à Kiev en 882. Grâce à l'action d'abbés réformateurs, le monastère bénédictin de Cluny parvient à insuffler un renouveau à la vie religieuse et à dégager ses moines de toute tutelle séculière. Le vaste réseau d'échanges qui se constitue à travers toute l'Europe entre le XIe et le XIIIe siècle apparaît comme le principal facteur de développement économique de l'Occident médiéval. Symbole de prestige et lieu de culte, la cathédrale s'élève au cœur des villes du Moyen Âge. La révolution gothique, apparue au XIIIe siècle dans la France du Nord, façonne une architecture et une conception du monde nouvelle. Sous le règne de Siméon Ier, se forme une grande Bulgarie qui constitue une menace permanente pour l'Empire byzantin. Les Bulgares ne sont mis au pas qu'au début du XIe siècle. Du produit de la terre dépend la subsistance des hommes. À partir du Xe siècle, ils s'efforcent de mieux l'exploiter. Grâce aux transformations de leurs méthodes agricoles, le spectre de la famine s'éloigne quelque peu. Dans le système féodal, les rapports d'homme à homme font l'objet d'un cérémonial spécifique. En plus des écoles presbytérales, les établissements monastiques et épiscopaux ainsi que les universités se développent au cours des XIIe et XIIIe siècles. Les troubadours et les jongleurs se font les colporteurs d'une certaine forme de culture. Grâce à eux se développe notamment la chanson de geste et la poésie courtoise. Dans le monde médiéval, le jardin apparaît tout à la fois comme un lieu de labeur et de savoir, où l'on cultive aussi bien les légumes nécessaires à sa subsistance que les plantes médicinales.